s'entretuer dans le vestiaire, c'est clair, je ne rentrerai pas. C'est définitif. Allez les filles, dépêchez-vous. Je préfère être accusé de non-assistance à personne en danger que d'agression sexuelle sur mineur. Dans un cas, je peux me défendre en disant que je ne peux pas être dans tous les lieux à la fois. Dans l'autre cas, non, je ne peux pas. Quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, je n'y vais jamais, ils se démerdent. C'est dégueulasse, mais même s'ils ne savent pas, eh ben, tant pis. Je t'aime aussi, maman. Un enfant qui veut vous faire la bise, qui veut vous dire au revoir, je regarde bien où est le parent en question, si c'est le moment de l'accueil, et je me mets devant lui, je tourne bien la joue de côté, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Maîtresse. J'ai été accusé d'agression sexuelle sur mineur, donc par une parole d'enfant qui disait que j'étais allé la retrouver dans les toilettes et que je lui avais touché exactement, elle disait, il m'a touché le pipi et le cucu. Voilà. Cet événement est situé quand elle avait 4 ans et elle révèle ça lorsqu'elle a 6 ans, lorsqu'elle est au CP. C'est pas en tout cas elle que j'en veux ou que j'ai pu en vouloir, quoi. Ça sera davantage à toutes les personnes qui ont été en charge de recueillir sa parole et puis d'essayer d'en démêler les fils. Mais elle est bien sûr elle est victime, quoi, hein, victime certainement d'un problème qu'elle a pu rencontrer. Bon, d'accord, j'étais mis hors de cause par un rendu de justice, mais 2 ans de mise en examen, ben c'est 2 ans à y penser tous les jours en fait. Non, c'est très très mauvaise parenthèse dans ma vie. Comme Vincent, des centaines d'enseignants ont été accusés de pédophilie au cours des 10 dernières années. Après de longues procédures, les 3/4 ont finalement été blanchis par la justice. Comment éviter de tels drames humains? Pour les adultes, injustement mis en cause, mais aussi pour les enfants. Cette question dépasse largement l'avenir de l'école et engage la société tout entière. Pour comprendre ce qui est arrivé à Vincent, il faut replonger dans l'histoire des agressions sexuelles. Et il n'est pas de meilleur témoin que Marceline Gabel, qui a dédié sa vie à la protection de l'enfance. C'est elle qui a organisé en 1986 la première campagne de prévention des abus sexuels envers et contre tous. Il faut quand même se souvenir que les violences sexuelles faites aux enfants ont fait l'objet d'un déni très long en France et que ce n'est qu'au cours des années 80 que ça a été mis sur la place publique et professionnelle. Je rappelle à cette époque, 1984, c'est pas le Moyen-Âge, c'est 20 ans. Le dossier technique a été envoyé à la totalité des professionnels et qui s'appelait 50 000 enfants sont maltraités, avait 3 lignes à la fin et qui disait il existe aussi une autre forme de mauvais traitement qu'aux États-Unis on appelle les abus sexuels. 84. En 1984, Marceline Gabel participe au Congrès mondial de l'enfance maltraitée à Montréal. Une révélation. Elle y découvre Mon corps, c'est mon corps, un film de prévention des violences sexuelles utilisé alors dans toute l'Amérique du Nord. Elle rapporte une copie dans ses bagages et se bat pour qu'il soit diffusé en France. Les enfants victimes d'abus sexuels sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le soupçonne ou qu'on ne voudrait bien le croire. On estime qu'une fille sur 3 et qu'un garçon sur 5 seront victimes d'abus sexuels avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Il y avait beaucoup de Français, dont une grosse délégation du ministère, qui sont revenus estomaqués en disant « mais ces Américains sont des obsédés sexuels, enfin il n'y a que ça ».
À ce moment-là, moi, j'ai demandé à ce qu'on entreprenne tout de suite une campagne pour alerter là-dessus. Et on m'a dit, mais vous allez d'abord expérimenter les choses pendant 2 ans dans 2 départements. J'ai imaginé les précautions qui ont été prises, la peur de déclencher une psychose sociale sur le sujet. Nous avons été très alimentés par toutes les réflexions et tous les travaux québécois. Au Québec, le silence sur les violences sexuelles a été levé 15 ans avant la France. Les premières études ont été publiées au début des années 1970 par le psychologue Hubert van Gisgem, l'un des plus grands spécialistes de l'inceste. J'ai commencé à faire la psychanalyse de groupe avec des jeunes filles délinquantes. Alors, quel n'était pas mon incroyable étonnement d'entendre que l'une fille après l'autre parlait d'un passé d'abus sexuels, intrafamilial ou extrafamilial. Or, nous étions dans une époque où l'abus sexuel n'était pas supposé d'exister. Personne ne parlait de l'abus sexuel, il n'y avait aucune publication, aucune recherche. Tout cela s'était arrêté à la fin du 19e siècle à peu près. Le couvercle a été levé grâce à une poussée du féminisme. C'était une première et ça a amené une indignation dans beaucoup de milieux, vous savez. La population, presque dans son ensemble, est entrée dans une forme de psychose collective et est entrée dans un genre d'acharnement détecteur. Il fallait absolument trouver tous ces enfants qui étaient abusés sexuellement mais qui ne parlaient pas. Nous avons eu une avalanche d'accusations, effectivement, et une augmentation exponentielle des dévoilements. Et on a commencé à se dire, est-ce que tous ces dévoilements sont bel et bien basés sur des faits réellement vécus? D'autant plus qu'un bon nombre de ces dévoilements mettaient en scène des individus et des situations qui n'étaient plus crédibles. Dans les années 1980, une série de désastres judiciaires défraie la chronique nord-américaine. Les affaires sont délirantes. Elles concernent des écoles primaires ou des jardins d'enfants. When 7 teachers were arrested 5 years ago on charges of molesting more than 300 children at the McMartin preschool, the entire nation was shocked. 9 of the alleged young victims have testified they were raped, sodomized, or taken to satanic rituals by Bucky. Finalement, Bucky et ses collègues ont été blanchis après avoir passé plusieurs années en prison. I'm glad it's over. Stephen Ceci est professeur de psychologie et expert auprès des tribunaux. Il a épluché les procès-verbaux de 6 grandes affaires pour comprendre comment la machine judiciaire s'était emballée. Il en a conçu un livre référence sur la parole de l'enfant. Dans les affaires présentées dans notre livre, nous savions que certaines choses ne pouvaient pas avoir eu lieu. Par exemple, 10 ou 20 enfants qui affirment qu'ils ont été forcés de dépecer un enfant vivant, de le cuire dans un micro-ondes et de le manger. Quand un juge, un parent ou un policier entend 10 ou 20 enfants raconter la même histoire, il se dit « ça a bien dû se passer, sinon comment autant d'enfants peuvent-ils raconter une chose pareille ?» Lors de ces procès, il y avait des adultes qui portaient un badge où l'on pouvait lire « Il faut croire les enfants ». Les enfants peuvent mentir sur certaines choses, mais pas sur les agressions sexuelles. L'affaire de Vincent aurait pu faire partie du livre de Stephen Ceci, car il illustre l'importance des interrogatoires d'enfants. Le psychologue américain a identifié des mécanismes récurrents qui peuvent conduire à un désastre judiciaire en toute bonne foi. La plupart des affaires ont une chose en commun. C'est ce qu'on appelle un déclencheur, un peu comme une gâchette sur un revolver. Il y a toujours un enfant qui déclenche l'affaire. Et petit à petit, il y a d'autres enfants qui racontent la même chose en disant « Moi aussi, j'ai été abusé de la même manière ». C'est une élève qui présentait des troubles dits scolaires et des troubles de comportement quand même dans la classe.
avec nous. En fait, c'est une petite que vous-même vous signalez aux services sociaux. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis partie prenante pour qu'on l'aide, pour en savoir plus, pour qu'on mette en commun, enfin, un petit peu ce qu'on sait d'elle, quoi. Moi aussi, j'ai besoin de ton aide. Les assistantes sociales sont rentrées en contact à ce moment-là, jusqu'à ce que, environ 6 mois plus tard, là, je me retrouve accusé, en fait, moi, d'avoir agressé la gamine, quoi. Il y a plein de choses qui peuvent mal tourner dans les interrogatoires de jeunes enfants. D'abord, le fait de répéter les questions est une technique très dangereuse. Par exemple, vous demandez une première fois à l'enfant « Est-ce qu'on t'a touché les parties intimes ?» L'enfant répond « Non, ça ne m'est jamais arrivé. » Alors vous dites « Je vais te reposer la question. Est-ce qu'on t'a déjà touché les parties intimes ?» Pour un enfant de 4 ans, c'est comme si vous lui disiez « Ta première réponse était mauvaise, allez, je te donne une autre chance. Je vais répéter la question. » La recherche montre que le fait de répéter les questions est une technique très dangereuse. Il y a des enfants qui, à juste titre, disent d'abord non et qui, à force, modifient leur réponse. Et qui vous a signalé? Alors c'est leur rapport, en fait, le rapport des assistantes sociales auprès du procureur. Donc elles ont dressé une enquête préliminaire. Elles ont auditionné d'autres enfants de ma classe. On peut parler d'acharnement en fait, à savoir des entretiens qui durent 2h30 quand même avec des enfants de cet âge, quoi. Dans 40% des interrogatoires menés par des travailleurs sociaux, j'ai constaté qu'on invoquait ce que j'appelle la pression des pairs. En général, ça se passe comme ça. Ils demandent « Sais-tu pourquoi nous sommes là ?» L'enfant répond « Pour parler de ce qui s'est passé à l'école. » Alors l'interrogateur dit « Oui, j'ai déjà parlé à tes copains, ils m'ont déjà tout raconté, mais je veux l'entendre de ta bouche. » Ils ont recours à la pression des pairs. Loïs, Jean-Baptiste, Hortense. Il y avait aussi des paroles d'enfants qui après s'accumulaient, assez graves, avec des accusations. Oui, il nous met tout nus et il nous tape. Des choses comme ça. Il nous a rejoints dans le dortoir et il m'a touché les fesses. Allez. Il y avait aussi écrit que j'avais peint les fesses en vert d'une petite. Donc, au fur et à mesure que ça s'accumule, on se dit bon, mais je pourrais même pas me défendre. C'est tellement dément, quoi, les accusations que... Dans les pires interrogatoires que peuvent mener des travailleurs sociaux, plus rarement des policiers, l'enfant comprend très vite ce que l'interrogateur veut lui faire dire. C'est ce que les chercheurs appellent le biais de confirmation. On cherche à confirmer une hypothèse préétablie plutôt que d'écouter ce que l'enfant dit vraiment. Ça se passe en fait réponse QCM, c'est-à-dire le gendarme demande est-ce que c'est vrai que Vincent est allé te voir dans les dortoirs? Tu me réponds vrai ou faux. Si l'enfant dit vrai, il retranscrit dans le procès-verbal, l'enfant nous a confié que Vincent était allé le retrouver dans les dortoirs. Vincent a été interpellé par les gendarmes dans sa classe, en présence de son épouse, directrice de l'école. Interdit de séjour sur la commune, il a dû déménager avec sa famille pendant les 2 ans de l'instruction. Il y avait des plots. Comment vous avez vécu ça, Joël, vous J'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais l'enfant accusatrice dans la classe. Donc c'est vrai que là, ça a été assez difficile. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu craqué et je me suis autorisée quand même, parce que j'en avais gros sur le cœur, à demander ce qui se passait à cet enfant, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et j'ai pas eu de réponse tout de suite. Et en insistant un peu, elle m'a dit qu'en fait, il y avait quelqu'un qui lui avait dit de dire ça. Et c'est là que j'ai compris que c'était une enfant manipulée et elle aussi victime des mensonges des adultes. Ça, en fait, la justice ne s'en est pas occupée. Non, la justice s'est occupée d'essayer de coincer un pédophile, mais à aucun moment on s'est occupé de l'enfant. L'affaire de Vincent est exemplaire de ce que Hubert van Gisgem appelle une fausse allégation de pédophilie. Le concept est né en Amérique du Nord dans les années 1980. À cette époque, le psychologue intervient comme expert dans des procédures de divorce conflictuels. Il constate qu'une affaire sur 3 comprend une accusation d'abus sexuels,
la plupart s'avèrent infondées. C'était ahurissant. Et ça, c'est évidemment dû à toute l'incitation sociétale et médiatique des abus sexuels. Avant, ça n'existait pas, même lorsqu'il y avait séparation, mais il y avait une telle effervescence autour des abus sexuels dans les médias que dès qu'il se passe quelque chose avec un enfant, l'hypothèse première qui s'imposait à la tête du parent inquiet était « n'y aurait-il pas par hasard aussi abus sexuels ?» Avant 9 ans, le mensonge est très rare en matière d'abus sexuels. Non pas que la fausse allégation est rare, mais les enfants sont victimes involontaires d'un processus d'induction. Le débat de ceux qui croient à la parole de l'enfant et de ceux qui n'y croient pas, c'est un faux débat. On ne peut plus se dire « un enfant ne ment jamais » ou « dès qu'un enfant parle d'abus sexuels, c'est certainement vrai ». On ne peut pas dire cela. Chaque parole doit être étudiée quant à sa validité. Bien entendu, il est inacceptable de créer des situations où on dit non, il n'y a pas d'abus là où il y en a. Mais c'est tout aussi inacceptable de conclure à l'abus là où il n'y en a pas. Ça détruit des individus, des enfants, ça détruit des communautés, ça détruit une société. C'est pour éviter des drames dévastateurs que les scientifiques nord-américains ont multiplié les recherches sur la suggestibilité de l'enfant. Nous pouvons donner aux interrogateurs des conseils pratiques. Avec mes collègues, nous avons décrit quelles techniques il fallait éviter ou au contraire utiliser. Voici par exemple une expérience que nous avons appelée Sam Stone. Tu te souviens de la visite de Sam Stone dans ta classe? Oui. Je n'y étais pas et je voudrais savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, il a lu ce livre. Nous avions 176 enfants âgés de 3 à 6 ans. Il y avait un groupe contrôle. Les enfants étaient assis en cercle et la maîtresse leur lisait une histoire. C'est alors qu'un homme entre dans la classe. Je suis caché derrière le buisson. La maîtresse dit « Voici mon ami Sam Stone ». Sam Stone salue les enfants, aperçoit le livre qu'ils sont en train de lire et dit « Ah, c'était mon livre préféré à votre âge ». Et puis il s'en va. Ensuite, les enfants sont interrogés 4 fois en 8 semaines. Un mois plus tard, une nouvelle personne les interroge. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Oui, il a fait un petit tour. Il a fait un petit tour? Et après? Et puis il est sorti. Leur récit est très fiable, 90 à 95% d'exactitude après 12 semaines, y compris pour des enfants de 3 ans. Et puis nous avions un deuxième groupe expérimental. Avant la venue de Sam Stone, les enfants avaient reçu ce qu'on appelle un faux stéréotype. La maîtresse leur avait dit « Mon ami Sam Stone est très maladroit, il n'arrête pas de faire tomber des choses et de les casser ». Le récit final des enfants contient plusieurs erreurs. Et puis, il a pris un livre, l'a jeté en l'air et l'une des pages s'est déchirée. Le troisième groupe expérimental n'a pas reçu ce faux stéréotype, mais quelque chose de pire, des suggestions répétées. Et est-ce qu'il a fait quelque chose d'autre? Non. Il n'a rien fait avec un ours? Il a renversé de la glace au chocolat sur l'ourson. Le quatrième groupe avait reçu à la fois un faux stéréotype et des questions suggestives. Et là, les enfants ont fait plein d'erreurs. 71% d'erreurs chez des enfants de 3 ans. Il l'a tellement agité qu'une page s'est déchirée. Nous avons montré ces vidéos à des juges, des psychiatres, des travailleurs sociaux, des chercheurs, à des milliers de professionnels. Quand ils voient un premier enfant dire « Sam Stone a déchiré un livre », d'abord ils disent « Je pense qu'il l'a fait, mais je n'en suis pas sûr ».
Puis ils voient un deuxième enfant dire la même chose. Alors ils disent « Oh, maintenant je suis presque sûr qu'il l'a vraiment fait ». Quand on leur montre un troisième enfant, alors ils disent « C'est sûr, il l'a fait ». Comment est-ce que 3 enfants différents pourraient dire la même chose fausse? Pour beaucoup de professionnels, c'est le nombre qui fait la preuve. Le travail de Steve est important parce qu'il apporte de la science dans quelque chose d'éminemment émotionnel. Quand on est parent et qu'on entend qu'un enfant a probablement été abusé sexuellement, la première réaction c'est « Oh mon Dieu, c'est horrible. Celui qui a fait ça doit aller en prison pour toujours. » Si la personne est coupable, je suis d'accord pour qu'on l'enferme à jamais. Mais d'un autre côté, je ne supporte pas l'idée d'envoyer un innocent en prison qui a été accusé injustement par un enfant qui a inventé une histoire, ce que mes propres enfants font tous les jours. Tu es allé à l'hôpital parce que ton doigt a été pris dans une tapette à souris? Oui. C'est ça qui s'est passé? Oui, oui. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était dur. Nous avons conçu un grand nombre d'expériences pour tester ce que nous appelons les fausses croyances. Nous préférons le terme « fausse croyance » à « mensonge » parce que les enfants ont fini par croire ce qu'ils racontent. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu es arrivé à l'hôpital? Ils m'ont bandé sur ce doigt-là. C'était sur celui-là. Ce petit garçon, la première fois que nous l'avons interrogé, nous a dit qu'il n'avait pas de tapette à souris chez lui et qu'il n'était jamais allé à l'hôpital. Ici, nous voyons son 11e interrogatoire. Nous lui avons demandé chaque semaine, pendant 11 semaines, s'il avait déjà eu son doigt pris dans une tapette à souris. Et à la fin, il a développé une histoire très élaborée. J'étais en train de jouer. Et ensuite? Je suis descendue voir mon papa pour lui dire que j'avais faim. Et là, mon doigt s'est pris dans la tapette à souris. Et comment ça s'est passé? Mon frère m'a poussé. Ah, ton frère était là. Quand ses parents lui ont dit que rien de tout cela ne s'était passé, il s'est opposé à eux. Ce qui est très intéressant, c'est que nous ne lui avons jamais rien suggéré. Nous nous sommes contentés de répéter « Réfléchis bien ». Ce mécanisme s'appelle dans la littérature scientifique une attribution erronée de source. Concrètement, quand on interroge sans cesse un enfant au sujet d'un événement qui n'a pas eu lieu, il imagine de plus en plus vite la situation en créant des images mentales. À la fin, il finit par croire que l'événement a vraiment eu lieu, car ces images mentales ont la même force que des souvenirs de faits réels. C'est particulièrement vrai pour les jeunes enfants qui ont du mal à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est une chose d'affirmer que son doigt a été pris dans une tapette à souris ou que Sam Stone a déchiré un livre. Mais c'en est une autre d'affirmer qu'un étranger nous a enfoncé un bâton dans le vagin, par exemple. C'est pourquoi nous nous sommes demandé si nous pouvions, avec les mêmes techniques, induire de faux témoignages d'abus sexuels. Et la réponse est oui. Pour preuve, une étude dirigée par Maggie Brooke, professeure de pédiatrie, qui a co-signé le livre sur la parole de l'enfant. Le résultat fut tellement impressionnant que l'expérience ne fut jamais répétée. Trop dangereux. On y voit clairement comment une question suggestive peut déclencher quelques jours plus tard l'imagination de l'enfant. Brooke had this pediatrician add some extra steps to his routine physical examination of preschool kids. He measures the child's wrists with a ribbon. He puts a little label on the child's stomach, and he tickles the child's foot with a stick. Never does the doctor go anywhere near the child's private parts. Then, right after the exam, using an anatomically correct doll, Brooke asks leading questions about the doctor's exam. Can you show me on the doll how Dr. Emmett touched your vagina? No, he didn't. The child tells the truth. But just a few days later, Dr. Brock and the child's father again ask about the doctor's visit. It's a different story. And watch what happens when the doll's brought out. She's asked to explain what the doctor did that day. So what did he do? He put a stick in my vagina. He put a stick in your vagina? Yeah. Just like that? It gets even more violent. No. She claims the doctor hammered the stick into her vagina.
Of course, none of it is true. Cette expérience est très importante pour plusieurs raisons. D'abord, ça prouve qu'il est possible d'obtenir ce genre de résultats avec une petite fille intelligente et créative. De plus, ça montre qu'il est important de filmer les interrogatoires d'enfants. Si l'on demande à un interrogateur 2 jours plus tard, ou même 1 heure après, ce qui s'est passé pendant l'interrogatoire, il donne certes pas mal de détails justes, mais il fait des erreurs et il oublie comment il a obtenu les informations. Est-ce que c'est avec la poupée, à travers le récit spontané de l'enfant, ou à la suite de questions répétées? C'est l'un des résultats importants de la recherche. Il faut avoir les enregistrements des interrogatoires. C'est la seule véritable preuve. Je sais que je ne dois pas aller toute seule dans la forêt. Marceline Gabel a suivi de très près l'évolution en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, elle est inquiète. Elle dénonce l'emballement aveugle qui a suivi l'arrestation de Marc Dutroux en 1996. L'affaire Dutroux, elle a été un très grand tournant dans la représentation des abus sexuels à l'époque, et où on était, depuis le début de la première campagne de prévention des abus sexuels, où on a été très centré sur l'inceste et les violences intrafamiliales. D'un seul coup, on a découvert qu'il y avait aussi, à l'extérieur des familles, des prédateurs d'enfants. On a découvert le pédophile. Ça élargissait le champ à ce qui pouvait se passer pour l'enfant en dehors de sa famille. Par exemple à l'école, par exemple à l'hôpital, on est parti dans quelque chose de délirant. Un certain nombre d'enseignants ont été victimes de cette espèce de chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. C'est aussi ce que dénonce le collectif Jamac, créé en 1998. À l'origine, 5 enseignants accusés de pédophilie qui clament leur innocence. Aujourd'hui, le collectif compte 300 adhérents, parmi eux Vincent. Jamac organise une table ronde pour dresser un bilan du désastre d'Outreau, où 14 personnes furent accusées de pédophilie avant d'être innocentées en 2005. Marceline Gabel a accepté d'y participer. Qui nous habite. Alors c'est vrai que Outreau a fini par montrer que les enfants, comme les adultes, j'enfonce le clou, sont sensibles aux suggestions et aux délires. Toute la bibliographie. Je pourrais vous en citer plein, parce que des Outreau, il y en a des dizaines aux 4 coins de la France, tout le temps. Depuis 9 ans, Jamac se bat pour la révision d'une circulaire de l'Éducation nationale signée par Ségolène Royal. Intitulé « Instruction sur les violences sexuelles », ce texte visait à briser le déni qui pesait alors dans l'institution. Pour Jamac, il ne s'agit pas de remettre en cause cet objectif, mais d'affiner les procédures de signalement. Alors, Ségolène Royal, vous êtes donc chargé des affaires de l'enseignement scolaire. Dans ces affaires de pédophilie, on a de plus en plus de proviseurs, d'inspecteurs d'académie qui se demandent bien quelle doit être leur conduite. Les règles sont très simples. Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit commis sur quiconque et a fortiori sur un enfant, doit signaler ce cas au procureur de la République. Alors, il faut être bien clair. Chaque fois qu'un enfant fait état de ses vices, chaque fois que les faits sont avérés, c'est le procureur de la République tout de suite. Dans cette circulaire, on assimile parole d'enfant à fait avéré. Et pour le fonctionnement de la justice, ça n'est pas acceptable. Nous, ce que l'on propose, ce que l'on met en avant, c'est la nécessité, dès qu'il y a parole d'enfant, que cette parole d'enfant soit remise entre les mains de spécialistes. S'il y a nécessité d'aller en justice, allons en justice. Mais prenons le temps d'estimer les circonstances dans lesquelles cela s'est fait. On a plusieurs cas dans lesquels ça a été l'arme idéale pour se débarrasser d'un enseignant qui ne plaisait pas, pour tout un tas de raisons. Quelquefois, on a effectivement des règlements de compte avérés, mais on a plus souvent quand même des accusations de bonne foi. C'est plutôt ce qu'on appelle une hypervigilance.
c'est-à-dire une interprétation d'un fait qui peut être anodin ou je ne sais pas quoi, et où on se dit, est-ce que ça ne pourrait pas être une indication de violence sexuelle, etc. Et ça peut faire partir la machine. Les cas que vous avez dans l'association, vous estimez que la présomption d'innocence n'a pas été respectée. C'est un point commun? Ça, c'est assez évident, et par l'administration qui cherche à se protéger, et par la justice où les enquêtes sont la plupart du temps faites à charge, que la présomption d'innocence, c'est peu de dire qu'elle est bafouée. On a l'impression qu'au nom d'une grande cause, et qui est une vraie grande cause, celle de la protection de l'enfance, tous les garde-fous sautent. T'es artiste, t'étais jamais à l'heure. J'étais à une exposition sur la commune de Paris. Dans un certain nombre d'affaires de Jamac, se pose le problème de l'interprétation de gestes. Par exemple, Michel Pingot. De quoi vous avez été accusé? C'était un geste que je faisais pour rassurer l'enfant. Je passais la main dans le dos. Et puis ça, on a considéré que ce n'était pas du domaine de la pédagogie, quoi. Ça, vous l'avez toujours fait? Je l'ai toujours fait, ouais. Et vous l'avez d'ailleurs reconnu quand on vous a... Oui, bien sûr. Moi, c'était un petit peu différent, mais c'était un règlement de compte de la part d'élèves à l'égard desquels j'avais été obligé de prendre des sanctions. Et donc, pour se venger, elles m'ont accusé de profiter des cours d'éducation physique et de gymnastique en particulier pour leur mettre la main sur les seins, sur les fesses. Et elles m'accusaient également d'avoir pour trajet quotidien le vestiaire des filles quand elles prenaient leur douche. Je les ai accusés de dénonciation calomnieuse et ils ont été sanctionnés. J'ai obtenu gain de cause. C'est rare, Benoît, ce genre d'avoir obtenu une condamnation des... C'est très rare. Les seuls cas que l'on connaît sont à peu près ceux d'Olivier et de Bruno. Quand on porte en justice la question de la dénonciation calomnieuse, c'est quelque chose qui s'enlise. Sur la plupart du temps, sur le thème, les gens qui ont accusé étaient de bonne foi. Et vous, Vincent, vous n'avez pas envisagé de porter plainte en dénonciation calomnieuse? Moi, le problème, c'est que la parole accusatrice de l'enfant était relayée par l'assistante sociale. Et comme c'est une parole institutionnelle, l'avocat m'a dit que ça allait être très très difficile de gagner parce qu'elle serait soutenue par le procureur. Si on ne gagne pas, c'est pire. Parce que finalement, n'importe qui peut dire n'importe quoi et il risque pas grand-chose. C'est un peu l'effet que ça fait. Hein, ouais. J'ai été victime de jeunes qui ont interprété de façon malsaine mes gestes de professionnels, mes dires et mes attitudes dans le cadre de cours tout à fait normaux. On m'a reproché d'avoir mis la main sur les épaules d'une jeune fille, d'avoir paré un jeune homme qui allait chuter de la barre fixe, qui est quand même située à plus de 2,50 m du sol. Donc je l'ai effectivement rattrapé une main à l'épaule et une main par le short, donc aux fesses. Mon affaire est née après le passage d'un film que l'infirmière du collège avait proposé aux élèves de 6e, le film Mon corps c'est mon corps, le film canadien, sur la prévention des abus sexuels. Et en fait, suite à ça, avec le professeur principal de la classe, il y a eu des débats et des élèves ont dit, bien voilà, effectivement, suite à ce qu'on a vu, Monsieur Hureau nous gêne pendant les cours de PS. Et c'est comme ça, en fait, que tout a démarré. C'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as mon corps, à toi laisse-moi le mien. C'est drôle de le revoir 20 ans après. En dedans, ça me fait oui. Quand en dedans, ça fait oui, il faut dire oui. Mais quand ça fait non, il faut dire non. On n'était pas encore au fait et alerté par toutes les dérives qui pouvaient en découler. Ce ne sont pas tous les étrangers que vous rencontrez qui vont vous attaquer ou vous agresser sexuellement. Alors on a trouvé 3 questions que vous devriez toujours vous poser si jamais des étrangers vous demandaient de faire quelque chose pour eux ou vous demandaient de les accompagner. Vous allez vous demander 1.
est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non? 2, si je fais ce que cette personne veut, est-ce qu'un adulte en qui j'ai confiance saura où je suis? Et 3, si je fais ce que cette personne me demande, est-ce que je suis bien sûre d'avoir de l'aide si jamais il m'en fallait? Les deux dernières sont des questions de bon sens. Et la première pose une question qui est celle de la culpabilité de la victime qui a été agressée. Dites-moi, selon vous, à qui c'est la faute si je suis victime d'un abus sexuel? Alice? Un peu la tienne. Un peu la mienne? Je crois que là, c'est quand même rendre l'enfant responsable de sa propre protection. Et le risque de ça, encore, le revers de la médaille, c'est d'exonérer les adultes de protéger leurs enfants. Mon père arrête pas de toucher mon vagin. Mon beau-père, il n'arrête pas de me forcer à toucher son pénis. Et je crois que cette dernière partie, c'est de la dynamite. Le problème, c'est que ce sont des outils à ne pas mettre entre les mains de n'importe qui. N'importe quelle association ou enseignant qui, voulant bien faire, dit je vais vous passer une cassette, on va parler de ça. Bon, s'il n'a pas eu toute la formation qui va avec, à ce moment-là, c'est un danger. Avant d'obtenir un non-lieu, Charles a été suspendu de ses fonctions pendant plus d'1 an et il a pris 40 kilos. 8 ans plus tard, le tribunal administratif a condamné l'Éducation nationale à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. J'ai choisi ce métier par passion et jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse m'arriver telle aventure. C'est vrai que depuis l'affaire du trou, on sentait qu'il y a un climat de plus en plus pesant, de plus en plus lourd arrivait dans la communauté éducative. Je pense que dans cette ambiance de chasse aux sorcières, l'infirmière du collège en fait, a monté un dossier. Elle a voulu découvrir dans le collège un pédophile. Je pense qu'elle a fait du zèle et qu'elle s'est appuyée sur un film de prévention et que peut-être elle ne maîtrisait pas elle-même ce support-là et qu'en fait les enfants après se sont libérés sans garde-fou. Et en fait ce film a porté, je pense, aussi beaucoup de préjudice. Ça a introduit le soupçon et j'ai bien conscience que dans ce genre d'institution, le soupçon se porte à vie et que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Imaginez-vous si de nouveau je suis accusé de ce genre de choses, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir. Alice, est-ce que ça te ferait oui ou est-ce que ça te ferait non en dedans? Faut-il prévenir les enfants? C'est le titre d'un dossier publié par un groupe de psychologues français et belges. Il analyse les supports de prévention utilisés dans les écoles primaires, comme Ça dérape, un film français réalisé en 1992 qui s'est largement inspiré de Mon corps, c'est mon corps. Tu n'as rien oublié? Non, mamie, je suis prêt. Parfait. Je compte sur toi. J'espère que tu seras sage avec ton nouveau papy. On laisse les vélos ici et on continue à pied. En attendant que le poisson morde, on va faire une petite sieste sous cet arbre. Tu veux bien? Oui. Tu as l'air tout malheureux. Son papy lui a fait toucher son zizi. Il ne l'a peut-être pas fait exprès. Si, je suis sûre qu'il a fait exprès. Il a très mal agi. Il faut vite le dire à ta mamie. Moi, je trouve que c'est tout à fait pathétique comme vidéo. C'est inacceptable que ça passe dans les écoles. Hyper violent parce que c'est de demander à l'enfant de se mettre dans cette position-là, c'est-à-dire d'imaginer que son grand-père pourrait lui demander de lui toucher le sexe. Enfin, c'est quand même... Amener l'enfant à s'imaginer dans cette place
est quelque chose qui est toxique. Oui. Qui plus est, c'est une mise en scène, quand même, de l'inceste. C'est un système de prévention qui met lui-même en scène ce qu'il dénonce. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça met les spectateurs dans une position quasiment perverse, c'est-à-dire de complicité, de voyeurisme. Alors, faut-il prévenir les enfants? Moi, j'aurais effectivement tendance à penser que ce n'est pas les enfants qu'il faut prévenir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se tromper de cible et que c'est les adultes qui doivent reprendre en main la responsabilité, leur place d'adulte. Et je pense qu'il faut laisser les enfants vivre. En Belgique, les pouvoirs publics ont renoncé à faire de la prévention dans les écoles. Ils ont décidé de s'adresser exclusivement aux abuseurs à travers des spots télévisés qui prennent le contre-pied des campagnes françaises basées sur le soupçon et la peur. Moi, je vais vous montrer les spots français, puis je vais vous montrer les spots qu'on a fait et où on a essayé de faire le contraire. Maltraitance et violences sexuelles sur mineurs. Se taire, c'est laisser faire. Appelez le 119 ou contactez la police ou la gendarmerie. Au début, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Ma fille aînée, quand j'ai réalisé les actes que j'avais faits, c'est horrible. Je voulais en parler, mais à qui? Je ne connaissais pas de psychologue. Si j'avais été aidé à cette époque-là, je n'aurais jamais été aussi loin. Je dis qu'il faut parler. Il faut en parler. Prenons le temps de vivre ensemble. En fait, ce qui est très, très bizarre, c'est de voir que les spots français, c'est se taire, c'est laisser faire. Et nous, bizarrement, on a axé sur se parler. Si vous basez la prévention sur le soupçon et la délation, vous allez faire en sorte qu'on va se focaliser là-dessus et on va voir le voisin, l'autre, comme un ennemi. Alors, à partir du moment où on sait que 95% des abus se passent dans les familles, eh bien on se dit que avant tout c'est des gens qu'il faut aider parce que c'est des situations familiales, c'est pas des extérieurs. Bien avant la Belgique, le Canada a aussi dénoncé les effets pervers de la prévention qui peut provoquer de fausses allégations de pédophilie. De nombreuses études ont évalué l'impact des programmes de prévention sur les enfants et le résultat est sans appel. Le fait est que nous ne savons pas ce que cela fait à long terme. Nous savons ce que ça fait à court terme. Ça inquiète les enfants et ça brise leur confiance, pourtant essentielle, qu'ils peuvent avoir dans l'adulte. On leur demande, mais toi, penses-tu que ton propre papa pourrait te faire des choses comme ça? Au-delà de 80% des enfants disent, oui, je l'ai appris, oui, mon papa, il pourrait me faire des choses comme ça, il faut que je fasse attention. Mais c'est une destruction pure et simple de la fonction paternelle. C'est horrible d'infliger une telle chose à nos enfants. Je ne pense pas qu'il faut renoncer à la prévention dans les écoles, mais plutôt que de cibler les éventuelles ou les potentielles victimes, pourquoi pas cibler les potentiels ou éventuels abuseurs? Vous savez, à peu près 30 ou 40% de tous les abus sexuels sont perpétrés par des jeunes adolescents. Nous les avons dans nos classes. Pourquoi pas les capter et les entrer dans des programmes de prévention en matière d'abus sexuels? Je crois que ce serait beaucoup plus productif. Et en plus, on laisserait les enfants être enfants. Charles et Blandine étaient tous les deux enseignants dans une petite ville près de Nantes. En 2000, ils ont demandé leur mutation à l'île de la Réunion avec leurs 2 enfants qui sont aujourd'hui étudiants. On a pensé avec ma femme qu'il fallait mettre de la distance au sens propre avec le lieu où s'était déroulée mon affaire en fait. Nos relations étaient un peu faussées avec les gens parce qu'il y avait la catégorie des gens qui nous avaient soutenus et ceux qui ne nous avaient pas soutenus. Et c'était difficile aussi dans nos relations par rapport à ça. Parce que moi, je pouvais comprendre qu'on puisse s'éloigner de nous, même si c'était douloureux. Toi, tu avais un peu plus de mal à comprendre ça.
Parce que moi-même, je ne sais pas comment j'aurais réagi vis-à-vis d'amis accusés de telle chose, quoi. Parce qu'il est plus facile de se mettre du côté des enfants. Vous vous souvenez de votre arrivée ici à l'île de la Réunion? Ouais, on a beaucoup pleuré, ouais. Et puis on n'avait pas demandé l'avis aux enfants, et pour eux, c'était vraiment subi. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on n'a pas su aider notre fils. C'est ça qui me fait le plus mal. Pendant 4 ans de sa vie, à un âge où, bon, je dis CM1, 5e, vous voyez, c'est vrai que tout tournait autour de son papa, quoi, vous voyez. Alors, bon, derrière ça, quelle image du père il a pu développer? On s'est posé beaucoup de questions. Il a eu des grosses crises de larmes, et moi, j'avais pas de mots pour le rassurer. Je pouvais pas lui promettre que tout allait s'arranger, j'en savais rien. Donc c'est pour ça, quand on parle de protection des enfants, j'ai un doute, quoi. Parfois, les personnes qui abusent des enfants ne sont pas forcément celles désignées de prime abord. Parce que moi, j'estime effectivement que les enfants à qui on a tiré les vers du nez, si vous voulez, pour porter des accusations contre moi, sont aussi des victimes, et aujourd'hui, elles sont adultes. Peut-être qu'elles portent toujours ce poids-là encore sur leur dos. Certains des enfants qui étaient mêlés au grand procès de la fin des années 80 sont aujourd'hui des adultes de 20 ou 30 ans. Il arrive qu'ils parlent à la télévision. Ils pleurent et, très émus, disent « Personne ne nous a cru alors qu'on a été abusés ». Et pourtant, manifestement, toutes les preuves indiquent qu'ils n'ont pas été abusés. Quand on fait une fausse accusation, finalement, on se retrouve avec les problèmes de celui qui a vraiment été abusé, plus, parfois, le sentiment de culpabilité. Le jour de la rentrée, quand j'ai vu les 30 jeunes arriver vers moi pour les emmener au gymnase, j'ai eu une montée d'adrénaline en fait, et j'ai eu une boule qui est arrivée au plexus, ça m'a complètement bloqué, j'ai été pétrifié. J'avais peur d'avoir un contact physique avec eux et de poser mes mains sur leur corps, quoi. Y compris pour les sécuriser, pour les mettre en confiance ou pour faire des parades pour qu'ils soient en toute sécurité. Il y a plein de sports qu'on ne peut plus faire, en fait. Mais tous les sports de préhension, tous les sports où il y a des contacts, déjà entre élèves ou entre professeurs et élèves, donc la lutte, le judo, le rugby, tous ces sports-là, on ne les fait plus. Par exemple, les gestes qui touchent à la lutte, hein, notamment là, si je demande à mon ami Laurent de venir, si on fait ce qu'on appelle en lutte un contrôle bras-tête, donc je vais lui mettre ma main sur le cou, donc là je vais lui demander l'autorisation de mettre la main sur le cou. Vous voyez ? J'attends sa réponse, s'il ne me répond pas, je ne le fais pas. Oui. Voilà. Si j'essaie d'avoir une action-réaction, je vais le tirer, je vais la mener contre moi. Oui. Si je n'ai pas l'autorisation de l'élève, ça je ne le fais pas, je ne le fais plus. Ah, vous l'avez fait pendant des années? Pendant une vingtaine d'années, oui, sans problème. Sans penser à rien? Non, sans penser à rien, et sans que les élèves y voient quelque chose de répréhensible. Oui. C'est un peu fou, non? C'est complètement fou, oui. Oui. Surtout, c'est-à-dire que ça remet en cause quand même, si vous voulez, la pédagogie d'un professeur d'éducation physique. Je pense qu'on est un peu amené à avoir des gestes de médecin, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment, on fait tel geste, ça correspond à un acte, on va dire, hein, même si c'est un acte rassurant. Voilà, il faut qu'il soit bien identifiable. Ouais, je pense que c'est un acte, en fait. Hein. Par rapport à mes collègues hommes, c'est vrai que je leur demande effectivement d'envoyer les dames de service, hein, les ATSEM, pour tout ce qui est soins à l'enfant. Je veux dire, c'est elles qui vont y aller prioritairement. Eux n'ont pas à y aller. Forcément, j'ai une relation qui est beaucoup moins proche, beaucoup moins affective avec les enfants. J'ai mis une barrière pour, on va dire, me préserver de tout incident comme a pu le vivre Vincent. Je me préserve bien de tout passage aux toilettes, par exemple. Concrètement, je ne prends plus d'enfants sur mes genoux, je ne fais plus de gestes affectueux
pour effectivement éloigner tout contact qui pourrait entraîner des sous-entendus. Il faut essayer de se protéger quelque part, c'est éviter les quiproquos, éviter effectivement un malentendu, soit de la part de l'enfant, soit de la part des parents. On est dans l'ère du soupçon. On est dans l'ère du soupçon. Et nous, le problème, c'est que tout en faisant notre métier, on doit tenir compte maintenant de ça. Et donc notre métier en est forcément affecté. Ça fait partie des risques du métier, effectivement, pour moi, quoi. T'as poussé où? Si, olé, regarde, mini à Québec, mini, à Québec, à Québec, mini, Wakada, mini, à Québec, J'ai perdu, t'as gagné.